On va faire le petit traditionnel top flop de l'année passée, hein. Et donc on fait ça dégressif, c'est-à-dire on va du moins mauvais vers le pire. Donc box office 993 millions de dollars donc de recettes mondiales. Ils peuvent en refaire des caca. Hein, oui, mais non, mais même, il a pas, pour moi, il a rien à faire dans les animaux fantastiques. Alors, tout simplement parce que ce film m'a totalement énervé en fait. Flop numéro 4. Alors on est parti, ça commence à s'enterrer bien sévère. Au casting, je me suis pas fait chier parce que j'ai tellement trouvé les acteurs mauvais. J'ai marqué juste Ethan Hawke. Je vais être simple, court et concis, c'est de la merde. 165 millions de budget, 1 milliard de recettes. 1 milliard? Ouais. Jurassic Clone Wars. Ouais, puis tu sais, puis il vaut mieux que c'est les musiques. Ça va faire un truc ignoble, mais c'est que John Williams qui l'a fait, il y a de la trompette, c'est génial. Le casting pour moi est complètement inutile, comme le film, hein, en fait. Oh, j'en ai marre de ce film. Mais c'est nul, c'est dégueulasse, ça ressemble à rien. Donc là, je vais être méchant. Leatherface va faire un John Wick. C'est que c'est un film d'horreur qui a un héritage. Toby Hooper, quand même, putain, si vous l'avez vu, vous savez à quel point le film il est viscéral. Sacré David Gordon Green. Voilà, en fait, on en fait un has-been en fait. Je sais pas. Le reste, salut à la poubelle. Halloween Ends, flop 1, c'est le mien. Que dire plus sur Massacre à la tronçonneuse? Rien, parce que c'est tellement de la merde. Des choses à faire avec. Comme les laisser tranquilles. Je pense que le terme qu'on peut utiliser en parlant de nos principaux top flops, c'est de la tristesse en fait. C'est pas un constat joli. Non, bien triste. On se dit plus tard pour les tops. Et bien donc voilà, hein, pour la deuxième partie, on va dire, hein, de notre petit récap de l'année 2022, hein, avec notre top. Donc on a eu des flops, hein, des très mauvais. Hein, le petit bilan a été fait. Hein, donc le bilan négatif. Maintenant, on va passer sur le positif parce qu'il en faut. Donc c'est important. On va reprendre dans le même ordre. Hein. Donc Jérôme, je te laisse commencer avec ton top 5. Et ensuite, ce sera moi. Voilà. Ok, ça marche. Écoute, en top 5, je vais commencer avec Prêt. Donc, qui a été mis dans les flops par Clémence. Hein. Donc, on est sur une sortie VOD le 5 août 2022, durée 99 minutes. Film de Dan Trachtenberg avec Amber Midhunter, Dakota Beaver, Dan Didier-Gros. On est sur un budget de 65 millions, 160 millions à peu près de recettes. Hein. Voilà. Bon, le résumé, vu qu'on est assez éloigné, je vous le refais vite fait. Hein. En 1719, dans une tribu comanche, la jeune Naru veut à tout prix devenir une guerrière. Mais les traditions ancestrales de son peuple en empêchent. La jeune femme est malgré tout très proche de son jeune frère Tabé, qui lui est un chasseur. Hein. Et qui sera amené à diriger un jour la tribu. Naru se sent aussi forte qu'un homme et va prendre sur elle de vouloir le prouver quand un grand danger, le Predator, va menacer la tribu. Donc, écoutez, c'est un film qui, moi, j'ai bien apprécié. Hein, regardez, je trouvais qu'il passait bien. Je vais commencer par le négatif parce que j'en ai pas beaucoup. Moi, dans le négatif, je dirais que le film, dans sa construction, sa narration, voire même la mise en situation, il est quand même trop proche du film de McTiernan. On est collé au cul de ce film-là et on n'en sort pas, quoi. Et malgré le changement de contexte et d'époque, t'as quasiment le même. Voilà. Et ça, c'est le gros point négatif du film pour moi.
Ensuite, au niveau du bon, on a les décors naturels, hein. C'est vraiment super beau, ça fait quand même une différence, hein. C'est bien filmé, c'est bien cadré aussi. On est quand même amené à la contemplation pendant le visionnage, hein, c'est sympa. Alors ça peut paraître assez long des moments, il y a quelques longueurs quand même, hein. Mais c'est pas méchant, hein. Après, on a la jeune Amber Midhunter qui est pas connue du tout, qui est donc dans son premier rôle. Bah écoute, moi je trouve qu'elle assure quand même, hein. Je trouve qu'elle est quand même à fond dedans. Elle tient le film, hein, quand même, hein. Parce elle est quand même quasiment toute seule une bonne partie. Donc je trouve qu'elle fait bien le boulot. Ça fonctionne bien. Moi, j'ai bien aimé aussi avoir un Predator un peu plus tribal, avec de la technologie un peu moins avancée, hein, quand même. Ça ramène un petit peu à la source. Voilà. Et, l'hommage aux Comanches, hein, ça j'ai bien apprécié, parce que la culture amérindienne m'intéresse, hein, comme beaucoup d'autres cultures, hein. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même pas mal d'amener un petit peu ces petits moments où on t'explique un petit peu leur vie, comment ça fonctionne, tout ça. Et on va pas l'oublier, on a quand même des bonnes scènes d'action bien brutales où il y a quand même du raisin puis de la jambe ou du bras qui vole. Et on est aussi là pour ça, parce que le Predator, on s'attend quand même à ce que ce soit sale, hein. Et là, niveau sale, ils y vont. Après, au rang aussi des moins, il y aura peut-être le final qui est un peu décevant. Peut-être, voire même un petit peu, comment on pourrait dire, petit peu bâclé la fin, le combat de fin un peu bâclé, je trouve. À un moment, il fallait finir, mais tu as l'impression qu'ils savaient plus trop comment faire, donc ils ont pris la facilité. Voilà. Mais à part ça, moi, je trouve que c'est un film qui se laisse bien regarder. Pépère, c'est pas le film de l'année non plus, mais il est bien sympathique. Donc, et puis surtout, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon film Predator. Donc, c'est à signaler aussi, on a un bon film Predator. Même si on ne sort pas des codes, il est quand même bon. Comparé aux autres, par exemple, je prends le Predator de Shane Black. Là, c'est une grosse merde. Là, on est quand même dans un bon film. Voilà. Donc, moi, je vous le conseille, si vous aimez l'action, un petit peu la science-fiction, un petit peu aussi le semi-historique, et ben, hop, un petit prêt, et je pense que ça passe bien, ça passe bien la soirée, quoi. Ok, écoute, Top 5. moi j'avais bien aimé, comme je le disais sur la précédente partie, au niveau des flops quand Clem en a parlé, moi j'avais bien aimé, mais pas là à le mettre dans mon top. Donc voilà. Je peux comprendre. Un bon film divertissement, c'est vrai que on retrouve enfin un bon film Predator, hein. Donc je te rejoins sur ce point. Les décors, c'est vrai qu'ils sont magnifiques. Ça fait plaisir de voir du décor naturel. Bon, après, il faut aussi noter que j'ai dû voir moitié moins de films que toi. Peut-être. Bon, ça arrive, chance possible aussi. Donc, moi, mon top 5, j'ai mis un réalisateur qui était, je ne sais pas si j'avais mis top 1 ou top 2, le réalisateur de Bac Nord, Oui, Cédric Jiménez, hein, qui nous revient cette année avec Novembre. oui, novembre, oui. Donc, avec Jean Dujardin, Sandrine Kiberlin, Anaïs Moustier, Lina Coudry. Un très très bon film français, encore une fois. Donc, je crois que c'est le seul que j'ai cette année dans mon top. Mais encore une fois, hein, Jiménez, il sait tenir une caméra, il sait mettre en scène ses films et tout. Donc, franchement, bien. Donc, novembre, c'est quoi? C'est l'enquête de la cellule antiterroriste par rapport aux attentats qu'il y a eu en novembre 2015, quand ils ont attaqué le Bataclan, le Stade de France et puis les terrasses des cafés. Oui.
Donc, on suit Jean Dujardin hein, qui dirige un peu l'enquête avec toute son équipe. Hein, et on se rend compte que l'enquête n'a pas été si simple que ça, hein, mais pourtant ça a été vite. Parce que en 5 jours, ils avaient bouclé le truc, quoi. Donc c'est assez remarquable. Hein. Déjà, un petit peu, je lève mon chapeau déjà aux vraies forces de l'ordre qu'on menait l'enquête, mais aussi au travail de, de recherche qui a pu être fait pour ce film. Alors je sais pas si ils ont été épaulés, je crois que oui, par des personnes de vraies cellules anticriminalité et antiterroristes. Et puis voilà, c'est vraiment un film coup de poing, encore une fois. C'est peut-être qu'une enquête, mais c'est tellement bien mis en scène et tout, que ça en est dynamique. Le peu de scènes d'action, on va dire, parce que c'est pas des vraies scènes d'action, il y en a peut-être une. C'est super bien mené, bien tourné. Les acteurs, ils sont top. On voit à quel point l'enquête a un impact sur les enquêteurs, parce que c'est quand même beaucoup de fatigue. Donc, ils ont su mettre ça en image. Et c'est remarquable. Donc, Jean Dujardin, il est extraordinaire. Moi, le perso, je le préfère dans ce registre-là que dans le registre comique. Ah non, mais c'est un bon acteur. Hein. Quand tu lui donnes du contre-enquête ou des films comme ça, il est très bon. Les, les gens qui l'entourent, comme Lina Coudry, qui joue une des jeunes enquêtrices, c'est vraiment au top, c'est vraiment carré. Le choix des acteurs est vraiment génial. Franchement, il a aussi eu l'intelligence de ne pas montrer les attaques, en fait. Oui. Le film prend effet juste après les premiers assauts. On ne voit à aucun moment les attaques terroristes. Oui, Donc, le travail d'enquête, quoi. c'est vraiment que l'enquête. Dès qu'il y a les premiers assauts, le plan antiterroriste se lance et l'enquête commence comme ça. Donc, voilà, on a cette intelligence-là. Pour respect aussi pour les victimes, les familles des victimes. Voilà. Donc, si vous aimez les films policiers, films noirs, hein, parce que même si c'est tiré de faits réels, hein, ça fait quand même assez film noir. Je vous le conseille. Et voilà, donc on va finir par croire que Jiménez est un de mes réalisateurs préférés. Mais sur ces 2 derniers films, franchement, je lui tire mon chapeau, quoi. Inconsciemment, peut-être, mais c'est aussi mérité. Hein. Ah oui, c'est 2 très belles réalisations qu'il nous a fournies en 2 ans. Et voilà. Donc, Avec Bac Nord, il était très bien. voilà, je vous le conseille. C'est mon top 5. Oui, de toute façon, je voulais le regarder. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais. Voilà. Clem, je te passe la main. Donc, moi, je vais partir sur une note un peu plus gaie. On va dire ça comme ça. Ou pas. On va mettre un peu plus de petites paillettes dans ce top. Donc, moi, mon top, mon 5e top, c'est Buzz l'éclair. Donc, le film est sorti le 22 juin 2022 en salle. Durée 1h45, animation, aventure, comédie. Donc, de Angus MacLean. Donc, le titre original, c'est La Tière. Alors, par contre, désolé, j'ai fait peut-être la moitié du boulot parce que j'ai ni le box-office,
Ni l'autre. Moi, j'ai pas les chiffres, en fait. Voilà, je dis clairement, je n'ai aucun chiffre. Donc, si vous voulez des chiffres, vous allez sur Wikipédia. Voilà, j'ai mal travaillé, je suis sincèrement désolée. Donc, on a sur un doublage américain, on est sur Chris Evans, qui double Buzz Éclair, et en France, c'est François Civil. C'est la voix de François Civil, justement, qui est dans Bac Nord. Voilà, si on peut relier, on peut faire un petit point de reliage. Donc voilà, on est sur le speech, donc la véritable histoire du légendaire rangeur de l'espace qui, depuis qu'il a inspiré le jouet qu'on connaît tous, hein. Donc après s'être échoué avec sa commande et son équipage sur la planète hostile située à 4,2 millions d'années-lumière de la Terre, Buzz Éclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d'un groupe de jeunes recrues ambitieuses et de son chat adorable robot Sox. Mais l'arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, d'autant que ce dernier a un plan bien précis en tête. Alors, pourquoi Buzz Éclair ? Tout simplement parce que moi, je suis une fervente j'adore l'univers de Toy Story, déjà. Moi, je trouve que c'est des films qui sont encore de bons films d'animation. Et puis, le personnage de Buzz l'éclair avec sa combinaison, tout son univers derrière, c'est un personnage qui m'a particulièrement plu. Et quand le film Buzz Éclair est sorti, j'étais contente de le regarder. On est vraiment sur l'univers de Buzz Éclair. Donc, on découvre un personnage qui est un peu moins cliché, que dans les films Buzz Éclair. C'est le film Buzz Éclair, dans les films Toy Story. Dans les films Toy Story. Dans les films Toy Story, qui fait qu'on s'attache plus facilement au personnage de Buzz l'éclair, qui est entouré avec une petite équipe. Hein. Moi, j'ai le chat robot Sox qui me vient en tête, hein, qui est un petit personnage qui est avec lui, mais on s'attache complètement à ce petit robot personnage. Et on découvre au fur et à mesure du film que, il se sacrifie quand même, il se sacrifie tout le long du film pour, entre guillemets, réparer son erreur et donc retourner sur leur planète originale. Il se sacrifie ou c'est de l'égocentrisme pur? Je pense qu'au début, on est sur l'égocentrisme. Moi, je me suis posé la question. Je pense qu'au début, on est un peu sur l'égocentrisme parce que ça reste un soldat. Et donc, il veut, entre guillemets, réparer son erreur, mais sur la fin, on est vraiment sur du sacrifice, hein, parce que je pense qu'à ce moment donné, on peut spoiler un peu le film. Voilà, plus il fait le voyage, à chaque fois qu'il fait des voyages, ça avance de 4 ans. Ouais, plus il va en vitesse lumière, voilà. En fait, le temps, il avance. Le temps, il avance plus vite de 4 ans à chaque fois. Et donc, il perd des années. Il perd des années, il perd ses amis, il perd ses coéquipiers de base. Et puis, il participe pas à leur vie. Il participe pas à leur vie, puis il n'a plus de vie non plus, parce que lui, il fait que des voyages, il fait que des allers-retours pour, entre guillemets, trouver le bon dosage pour pouvoir réparer son erreur. L'animation, c'est un très bon film d'animation. Hein, là-dessus, il est nickel. Moi, voilà, ça me fait partie le plaisir de retrouver ce petit personnage-là que j'avais pu avoir dans les films Toy Story, Buzz l'éclair. Et puis voilà, c'est un film à voir avec toute la famille. On l'a vu en famille, nous on l'a vu en famille. Oui. Voilà, donc voilà, c'est mon petit top 5 pour cette année. Un petit renouveau, un petit renouveau de la licence et puis un personnage iconique dans le monde de l'animation, hein, donc Buzz Éclair. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà. Mais bon, je ne le mettrai pas dans un top non plus, mais j'ai bien aimé. Ok, moi je l'avais vu en salle, j'ai bien aimé, mais peut-être un peu trop éloigné du personnage justement de Buzz l'éclair qu'on connaît dans les Toy Story.
Tout à fait, oui. Il a rien à voir avec le Avec, personnage de ah oui, non, jouet c'est sûr. dans Toy Story. Hein. Donc voilà. Ton top 4, Jérôme, du coup, maintenant? Ouais, alors on va partir sur une comédie action hein, avec un talent en or massif. Sorti le 22 avril 2022, hein, durée 107 minutes, réal Tom Gormican. Alors au casting, on a Nicolas Cage, hein, le retour sur grand écran, hein, à noter. Donc Pedro Pascal, hein, illustre Mandalorien, et puis bientôt Joël dans la série The Last of Us. Hein. Et on a Neil Patrick Harris, hein, donc un acteur que j'apprécie beaucoup pour son rôle de Barney dans Oh I Met Your Mother. Voilà. Pardon. On est sur un budget de 30 millions. C'est un petit budget. On est sur un box-office de 29 millions. Donc, tu vois, le film est même pas remboursé. Donc, le résumé, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, moi. C'est un petit peu le pitch du film. Donc, l'acteur Nicolas Cage, parce que Nicolas Cage joue son propre rôle, est surendetté et sa vie personnelle est particulièrement compliquée. Notamment avec sa fille de 16 ans, Adi, rêvant d'un comeback dans un grand rôle au cinéma. Il ne joue aujourd'hui que dans des films sans envergure, histoire de payer les factures et rembourser une partie de ses dettes. Il accepte de se rendre à l'anniversaire d'un milliardaire à Majorque, Ravi Gutiérrez, qui semble être l'un de ses plus grands fans. Peu après son arrivée, il est recruté de façon très étrange par la CIA pour enquêter sur les activités criminelles de la personne qui l'a invité. Voilà, donc un rôle à double emploi. Nicolas Cage qui joue Nicolas Cage, mais qui est recruté par la CIA. T'imagines le bordel. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? On a quand même une double dose de Nicolas Cage, parce que dans le film, Nicolas Cage a quand même un ego un petit peu surdimensionné, et en fait, il se parle à une version de lui plus jeune, c'est-à-dire quand il était au top dans les années 90. Et en fait, les scènes, elles sont totalement poilantes, parce que le jeune Nicolas Cage, mais il est arrogant. C'est un enfoiré, quoi. Et limite, tu te dis, le vieux Nicolas Cage, il est quand même. Bon, il est au fond du trou, mais il est quand même un peu plus humble, il est quand même un peu plus réfléchi. Alors que tu te disais, putain, l'autre, c'est un requin, quoi. Il te boufferait la main, quoi. Et les scènes, elles sont super marrantes. Déjà, Nicolas Cage, moi, je lui dis, il joue dans des merdes, c'est vrai. Et des fois, j'en regarde parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et il arrive toujours à me faire marrer, quoi. Genre le vieux film d'arts martiaux, là, où il fait des chapeaux en papier, où il est complètement barjot. Il y a aussi des belles surprises, des moments où la couleur tombée du ciel, il est génial. Le film est génial, et Nicolas Cage est génial. Donc des fois, il y a aussi des bonnes surprises dans du cinéma un peu plus indé. Et en fait, c'est que je lui tire mon chapeau parce que alors, c'est un rôle un petit peu autobiographique et du coup, il est quand même beaucoup d'autodérision et d'autocritique. Et il a quand même accepté de se mettre un petit peu à nu en disant je suis dans la merde, je fais des films de merde, mais bon, faut bien que je bouffe, quoi. Donc, parce qu'il a eu un train de vie et puis, puis tout le pognon qui amenait, et maintenant, il faut qu'il paye, quoi. Donc, il accepte quand même de mettre ça au devant de la scène, bon, même si c'est connu dans le monde du cinéma. Hein. Il apprend rien à personne, je pense, mais il accepte quand même de le mettre en exergue devant la caméra. Et il s'en amuse. Hein. Il y a des passages totalement barrés avec les deux, là, Pedro Pascal et Nicolas Cage. C'est vraiment le duo. Hein. C'est un duo à la Murtaugh of Eric, c'est un duo à la, je sais pas, à la Tango et Cash, quoi. Ils sont mais en barjo. Ils ont des moments de folie, mais tu t'es plié en huit, quoi. Ils sont attachants, hein, les deux. Hein. Ils forment vraiment un duo qui fonctionne direct, quoi. Et t'as un mélange des genres aussi que j'ai bien aimé. T'as du drame, de la comédie, de l'action, puis du what the fuck, comme je viens de le dire. Bon, après, il y a peut-être le troisième tiers du film qui est trop action. Il est un peu plus classique et ça dénote un peu avec le reste qui était bien sympathique. Mais bon, c'est vraiment le troisième tiers, c'est la fin, quoi. Donc,
c'est pas non plus méchant. Donc, bah écoutez, c'est une très bonne comédie qui fonctionne bien. Tu passes un bon moment, tu rigoles. T'es un petit peu touché par ce Nicolas Cage qui fait un petit peu son. Comment on pourrait dire? Qui fait un petit peu son introspection devant la caméra, quoi. T'es touché un petit peu. Donc, c'est un film qui passe très bien. Il est fort sympathique. Il est. Moi, je sais pas, il m'a donné la banane, le film, quoi. Donc, si vous voulez passer un bon moment, pas vous prendre la tête parce que le scénario est simple, eh ben, un talent en or massif, ça passe très bien. Voilà. Moi, c'était une de mes attentes, parce que j'attendais le retour de Nicolas Cage, The fucking Nicolas Cage au cinéma, je l'attendais, hein. Et bah, j'ai pas été déçu, quoi. Je l'ai retrouvé à son meilleur, et ça fait plaisir. Voilà. Donc moi, je vous le conseille, surtout si vous êtes fan de Nicolas Cage, là, faut pas louper. Il revient au top. Et j'espère que ça s'arrêtera pas là. Je l'ai pas vu. Très, très, très bon film, très, très sympa. Un de plus sur la liste à voir. T'inquiète pas, j'en ai aussi. Donc, Et que s'allonger d'ailleurs. malheureusement, moi, je vais faire comme Claire. Je vais vous parler d'un petit film d'animation pour mon top 4. Ouais. Un petit, c'est une licence qui commence vraiment à prendre de l'ampleur avec Jujutsu Kaisen 0, du manga. Hein. Et là, franchement, pas déçu. Donc, réalisé par Park Seong-woo. Donc, synopsis, Yuta Okotsu, qui est un enfant qui a vu, plutôt quand il était enfant, il a vu son ami Rika mourir sous ses yeux, hein, tragiquement. Et depuis, l'âme de Rika le hante. Et un des professeurs de l'école d'exorcisme de Tokyo, hein, le professeur Satoru Gojo, va le recruter, on va dire, dans cette école parce que justement, il estime que Yuta a des prédispositions par rapport à tout ce qui est fléau et compagnie. Donc voilà, un peu le point de départ de cette histoire, qui n'est autre que l'adaptation du manga du même nom, hein, Jujutsu Kaisen 0, c'est l'épilogue du manga. Manga culte, hein, déjà. Hein. Déjà, alors que il est encore tout récent, hein, je crois que les premiers numéros ont quoi, on doit avoir 5 ans, grand max. Moi, c'est quelque chose vers lequel j'irai pas, parce que c'est encore du shonen avec des archétypes vus et revus, donc ça peut plaire. Mais bon. J'ai bien aimé, franchement. Faut se lancer. J'ai fini d'ailleurs la première saison qui est juste superbe. Donc c'est glauque, hein, c'est un univers quand même particulier avec des créatures Oui. très 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 inquiétantes. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il avait une interdiction moins de 12 au cinéma pour. Et quand même sur le folklore un petit peu d'épouvante japonais, c'est pas des choses qui rigolent, hein, si tu connais un petit peu. Hein. Non, et puis ils ont su accompagner le visuel avec le son qui va bien, donc ça accentue encore plus le côté pas terrifiant parce que bon, on a passé l'âge, mais Dérangeant, quoi. dérangeant, ouais, voilà. Donc, ce soit hein, dans l'anime, hein, qui va connaître une saison 2 bientôt d'ailleurs. Oui. Mais là, pour ce film, on est vraiment sur de l'animation de très haut niveau par le studio MAPPA, Bah oui. qui a animé la dernière saison de l'Attaque des Titans d'ailleurs, Oui, bah oui, c'est un très bon studio d'animation. qu'on travaillait aussi avec Netflix pour pas mal de choses sorties récemment. Hein. Concernant le scénario, hein,
tu l'as dit, on est dans un shonen, hein, donc de la bagarre, de l'évolution. Enfin, on est vraiment sur quelque chose. Je vais pas en parler beaucoup plus parce que sinon ça va spoiler. Hein. Je trouve que le personnage de Yuta, il est vraiment attachant. C'est un petit jeune homme, il paie pas de mine, mais tu t'attaches à lui parce que voilà, il a quand même vu sa copine mourir sous ses yeux, ça l'a traumatisé et il se bat avec ça pour s'en sortir, vivre normalement, on va dire. C'est sympa, donc voilà. Mais je trouve aussi que on découvre aussi enfin, moi, j'avais pas vu, du coup, c'est ça que je voulais dire. J'avais pas vu la saison 1 avant d'avoir vu ce film. Ouais. Donc, je connaissais nullement l'univers. Hein. J'y ai été à l'aveugle. Oui, je disais, j'ai été surpris par l'étendue de l'éventail de personnages avec les pouvoirs et tout. Et puis, la racine du mal, des fléaux, quoi. Tu te dis, ah ouais, c'est quand même bien pensé, quoi. Donc, si vous aimez un tant soit peu l'animation japonaise, le shonen, même un petit peu la mythologie japonaise, hein, parce que on parle quand même pas de comment ça s'appelle, pas de yokai, mais tout ce qui est fléau et compagnie, hein, ça peut être une belle porte d'entrée vers ce manga de renom. Hein. Donc voilà, c'est interdit au moins de 12. Je pense que le manga a une interdiction un peu plus élevée. Je crois qu'il est en moins de 16. Ouais. Voilà, hein, j'ai pas de chiffres, j'ai pas trouvé de chiffres par rapport au budget, mais bon, ça doit pas non plus être exorbitant. Hein. Et puis le box-office, je l'ai pas non plus, je l'ai pas noté, tiens. Je sais que l'animation japonaise, c'est pas ce que tu vas retrouver le plus facilement sur le net parce que c'est pas beaucoup mis en avant. Non, malheureusement. Euh, Euh, après du Club Dorothée, puis le succès que le manga en France, c'est quand même un peu gonflé, quoi. Bah oui, surtout qu'on est quand même le deuxième ou troisième pays consommateur de manga au monde, donc c'est dommage. Donc voilà, pour moi, c'était mon top 4, hein, Jujutsu Kaisen, hein, la musique et tout, l'imagerie parfaite. Voilà, donc s'il y avait un petit défaut, un petit manque de rythme, mais on s'attache tellement au personnage que même les petites tranches de vie, on est content de les voir. Donc voilà. Clem, je te passe la main pour ton top 4 à toi. Ouais, alors moi, mon top 4 à moi, c'est The Greyman. Film Netflix. Film Netflix, donc, qui est sorti le 22 juillet 2022 sur Netflix, 2h08. Donc, c'est un action thriller de Joe Russo et Anthony Russo. Les mecs de chez Marvel. Voilà, donc avec Ryan Gosling, Chris Evans et Anna Dermas. Oui. Donc, Greyman est le nom de code de l'agent de la CIA Course Sentry, alias Seria 6. C'est ça. Recruté dans la prison fédérale par un officier traitant, Donald Fitzroy. Voilà. Donc, Gentry étant autrefois un redoutable tueur à gages à la solde de la CIA, mais la situation a radicalement changé. Gentry est désormais la cible de Lloyd Edelstein, ancien corps comparse de la CIA, totalement déterminé à le traquer à travers le monde pour l'éliminer. Alors, pourquoi je l'ai mis en top 4 c'est simplement Ryan Gosling, c'est un acteur que j'aime bien. Alors, il fait pas non plus il fait des bons films. Il a aussi quelques films où on comprend pas trop. Hein. Moi, j'ai trouvé que c'était des films intéressants. Hein. Si tu parles du triptyque, ouais. des triptyques là, de Nicolas Winding machin, je trouvais que c'était intéressant.
Ouais, c'est pas des films que tu vas retenir, mais c'est intéressant à regarder. Oui, voilà, c'est intéressant à Parce regarder. qu'il y a une vision quand même d'auteur et d'artiste que tu retrouves pas partout. Moi, c'est Mais c'est moins. barré. Oui, moi, c'est moins un genre d'univers qui me plaît. Tu sais, c'est le réalisateur de Drive, Néon Démon et tout ça. Il a fait un triptyque, en fait. Ça fait 3 films. Mais en tout cas, dans ce film-là, eh ben, il est génial. Il est aussi dans Blade Runner. Il est aussi dans Blade Runner, oui, voilà, tout à fait. Mais dans ce film-là, en tout cas, il est vraiment génial. Il joue un agent qui est traqué entre guillemets par ceux qui l'ont recruté. Et en gros, il découvre un plan machiavélique autour de lui. Donc ça reste un film quand même où les bases ils sont un peu piochés dans plusieurs univers d'action. Ça reste pas un film où le scénario il est original entre guillemets. Non, mais il est efficace. Voilà, on a un duo qui est incroyable entre Ryan Gosling et Ana de Armas, qui au final vont devoir bosser ensemble en équipe. On a Ryan Gosling qui est un véritable bourrin, qui fonce dans tout et n'importe quoi, qui tire tout ce qui bouge. C'est vrai. On a Ana de Armas qui est plus réfléchie, qui essaye de tenir en laisse Monsieur Ryan Gosling en disant wow, non, puis calmos. lui, à un moment, il a une implication personnelle parce qu'en fait, il y a la fille du mec qui l'a recruté de oui, base. voilà, c'est ça. Il y a tout un plan qui s'est fait piquer. C'est ça, il y a tout un plan. Au final, ça va plus loin que la simple traque d'un agent. C'est ça, il y a un petit côté. À un moment, ils essayent quand même de le tenir par les murs. C'est ça. Par un petit côté sentimental qui arrive dans ce film. Moi, c'est Chris Evans qui m'a fait marrer. Et Chris Evans qui est, mais juste une. Parce qu'il a un contre-emploi, quoi. C'est un personnage à lui tout seul, avec un ego surdimensionné. Mais il est marrant. Mais il est drôle, c'est vrai qu'il. Franchement, ça fait tellement du bien en ce moment de revoir Chris Evans. Il est pourri, mais il arrive à te faire marrer parce que. Là, je sais pas. Il sort un petit peu l'univers Marvel qui lui collait tellement à la peau. Ouais. Et là, depuis, j'ai revu un film encore avec lui juste avant, là, avec À couteau tiré avec Daniel Craig. Et je trouve que c'est un acteur, mais qui a une palette de jeux, mais vraiment. Moi, j'ai connu Chris Evans avant les Marvel et c'était. Voilà, qui a une palette de jeux vraiment intéressante. Tu voyais le potentiel de l'acteur. Bon, après, dans les Marvel, il fait son taf. Hein. Oui, je suis d'accord, mais bon, l'image de Captain America, quand même, malheureusement, était quand même collée à sa peau. Il a comme cette image-là du Captain America qui est quand même collée à la peau. Et là, il sort un petit peu des sentiers battus de Marvel, de cette image un peu du héros parfait, mec parfait, bodybuildé, tout ça. Et donc là, il joue le rôle d'un sociopathe, clairement, qui donc va devoir récupérer, va devoir tuer l'agent Gentry. Et au final, on découvre limite un plan à 3 entre Ryan Gosling, Chris Evans et Ana de Armas, qui finit par un trio dans le film qui se pourchasse à la Tom et Jerry, on va dire ça comme ça, qui découvre des coups bas à droite, des coups bas à gauche. On a un film d'action pure base avec des scènes d'action hyper chorégraphiées, des trucs qui sont what the fuck, complètement. Ça pétouille. Ça pète, ça bombarde. Si t'aimes l'action, c'est très bon. Il y a très peu de temps. C'est abusé aussi. Où il y a des scènes, franchement, oui. Moi, j'ai une scène de tête avec le tramway qui traverse la voiture par-dessus, qui passe. Rien que la scène quand il saute de l'avion. Mais oui, Ryan Gosling qui passe entre le tramway, la voiture, et puis le truc, la voiture, elle est là. La scène horrible. Ah oui. Ah ouais, non, c'est horrible. Ah non, mais c'est un bombardement général. Je ne sais même pas combien de balles ont été utilisées. C'est ça, il y a 14 000 voitures, il y a des bombardements partout. On ne sait même plus le point A du point B. C'est spectaculaire. Voilà, il y a des explosions. Et lui, il ressort avec une égratignure. Voilà. C'est ça qui est croyable. Non, voilà, ça reste, on va dire, ça reste dans le classique des films d'action, mais voilà, qui passe bien parce qu'il y a ce trio d'acteurs qui sont vraiment incroyables. Ana de Armas qui est super jolie, qui assure vraiment dans ce rôle, qui sait se battre, qui sait tenir une arme, qui passe pas du tout pour une potiche. Pour une fois, ils mettent pas une fille potiche. Voilà, qui a du caractère, qui n'hésite pas à se montrer, qui passe bien dans le film. Et moi, ça fait vraiment plaisir ce film,
J'aime bien, voilà. C'est un petit film popcorn. Voilà, c'est ça, mais c'est du popcorn. on a 2h08 d'action, on a 2h08 où on a des Chris Evans qui jouent son rôle à merveille. On le déteste, mais on l'aime. C'est ça, en fait. D'un côté, on le déteste, de l'autre côté, on se dit « Oh, il est tellement génial !» Et voilà. Donc, pour moi, c'est, je pense, un film à regarder un soir, quand il fait pas beau, quand il pleut, quand il n'y a rien qui est à la télé. Et puis, t'as quand même un gros mélange des genres, parce que t'es dans le James Bond, dans le Jason Bourne. C'est ça, il y a plusieurs styles. T'as peut-être un peu du John Wick, enfin, tu sais, les gros actionneurs comme ça qui ressortent quand même. Et en fait, ça reste un film classique, parce qu'il y a plusieurs mais par contre, films. Ça marche bien. C'est ça marche bien. Voilà, ça reste un. Et j'espère qu'il va y avoir une suite, ce serait bien. C'est vrai que j'ai bien aimé aussi. Donc voilà. Voilà pour mon top 4. Ok. Je l'aurais pas vu dans un top, mais il est bien. Moi, j'ai pas vu non plus. Donc, sympa. Franchement, il est sympa. Ok. Ouais. C'est ça que, tu sais, là, avec Chris Hemsworth, là, Tyler Rake. Ouais. J'ai préféré quand même celui-là. Donc, on va pouvoir commencer le podium de cette année 2022 par toi, mon petit Jérôme. Alors, je vais être à la suite parce que j'ai mis un film d'action. Puis un bien bourrin aussi. Un bien bourrin, mais qui n'est pas américain, qui n'était pas sur Netflix. Hein. Donc, j'ai mis Raging Fire. Hein. Film hongkongais. Hein. Donc, date de sortie en France uniquement sur certaines VOD, en Blu-ray, en DVD, le 26 mai 2022. Donc, c'était le jour de mon anniversaire, hein, quand même. Donc, j'ai été bien servi ce jour-là. Parce qu'un de mes acteurs préférés, et puis un bon gros film d'action comme j'aime bien aussi. Hein, parce que des moments, ça fait du bien de décompresser aussi le cerveau, de le détacher. Hein. Donc, en Chine, on était plus sur une sortie en août 2021. Donc, tu vois, il y a quand même un sacré temps d'écart entre la Chine et la sortie internationale, et même pas au cinéma en plus, alors que ça méritait. Parce qu'on est sur un gros budget. Hein. Donc, durée 99 minutes. Réalisation de Benny Chan, son dernier film, puisqu'il est mort, il est mort pendant la post-production. Donc, il n'a même pas vu son film sortir. Donc, un réalisateur illustre, hein, puisqu'il a fait moult films, dont quelques Police Story avec Jackie Chan. Hein. Donc, au casting, on est sur deux stars du cinéma de Hong Kong. Hein. Donnie Yen, que je ne vais même plus présenter, hein, parce que rien qu'avec la saga Hitman, je pense qu'il est largement reconnu. Puis, pour les amateurs d'action arts martiaux, hein, ils connaissent. Et puis, Nicolas Tsé, hein, qui est un acteur peut-être un peu plus discret, mais qui joue très bien. Alors, le duo fonctionne bien. Donc, pour le budget, on est quand même sur 90 millions. C'est un blockbuster d'action. Et au box-office mondial, hein, donc ça regroupe tout, hein, on est sur 225 millions. Voilà. Donc le résumé, attention, on va rentrer dans les noms un peu compliqués. Hein. Donc Chung Song-bong est un flic exemplaire, admiré de tous pour avoir résolu ses affaires avec brio. Mais lors d'une opération d'infiltration, la police est doublée par des justiciers masqués dirigés par Ngo, l'ancien protégé de Bong. Son passé refait à leur surface et quelques histoires sombres et affaires de corruption et de ripoux au sein de la police vont ressurgir. Donc on est sur un film entre action policier, thriller. Il n'y a pas que du bourrinage, mais quand il y a du bourrinage, par contre, ça bourrine sec. Quoi. T'en prends plein les yeux, t'en prends plein la gueule, t'en prends plein les oreilles. Donc, je vais noter en point positif la réalisation et la mise en scène, le cadrage au millimètre. C'est au cordeau, c'est au poil de cul. Il n'y a pas de fausses notes dans le tenage de la caméra, dans les plans. Il n'y a pas de problème. C'est nickel. Non, puis même, c'est toujours filmé avec le bon angle, au bon endroit. C'est ça, à la minute près. C'est millimétré. Voilà, on a Donnie Yen et Nicolas Tsé, le duo, hein, c'est un duo qui vont se faire face, hein, amis, anciens amis qui vont devenir ennemis. Hein, c'est le classique, le maître à l'élève, et puis ça pète. Hein, donc ça fonctionne. Ça pète bien.
Le combat final, il est dantesque. Donc, ça va se jouer au gun, puis ça va se finir à la main, puis à coup de parpaing dans la gueule, limite, puis de barre de fer. C'est un grand moment d'action. Justement, l'action survoltée, hein. C'est ce que j'en dirais, autant les poursuites en voiture que les gunfights. Il y a une scène de gunfight urbaine entre des voitures, des cars et tout le bordel, elle est monumentale. Et encore une fois, il ressort qu'avec quelques égratignures. Oui, il y a du mort, hein, il y a quand même du mort. Hein. Bon, pas le héros, pas le héros, pas le personnage principal, mais il y a du mort, elle est super bien filmée, quoi. Et en fait, moi je trouve qu'avec ce film-là, pour être quand même un amateur du cinéma HK, hein, donc Kong, hein, j'en ai vu beaucoup, surtout le cinéma d'action, je trouve qu'on est quand même à l'apogée de leur savoir-faire. Je veux dire que si tu as vu des films d'action, celui-là, c'est le summum, quoi. Même John Wick, c'est moins bien à côté, c'est moins subtil. Là, tu es quand même dans un savoir-faire que tu sens que les années, ça a été maturé, tout ça. Ils maîtrisent le truc. Après, bon, si je devais trouver un point négatif, ce serait peut-être quelques scènes d'action qui sont un peu trop irréalistes. Genre, il y a des trucs what the fuck, c'est improbable. Mais comme tu peux avoir dans un Die Hard. Il y a juste une voiture qui fait un salto en l'air et qui atterrit comme ça. Comme tu peux avoir dans un Die Hard ou des trucs comme ça, tu arrives toujours à un moment où ça devient improbable. Quoi. Oui, donc, mais t'as ça tous les jours au point. Hein. Donc ça choque pas. On est sur un très 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 bon film d'action, super efficace. Hein. Elle a mis The Greyman, écoute, moi je trouve The Greyman 10 fois moins bon. Et encore, je suis gentil. Tu vois. Donc, pour donner mon ressenti. Hein. Moi, je l'ai dans mon top, mais il n'est pas à la même place. Donc voilà. Donc, c'est pas du Shakespeare, c'est sûr. Ah non. Mais moi, j'ai vraiment kiffé, quoi. Voilà. Je suis fan de Donnie Yen, donc là, on me sert un très très bon film, hyper bien maîtrisé. Même le scénario, quoi. Malgré que c'est un film d'action, t'es pas dans un scénario neuneux. Hein. T'es quand, t'es quand même dans un bon film policier avec une intrigue, quoi. C'est ça. Voilà, servi par de l'action. Donc ça fonctionne très bien. Et c'est moins bête que ce qui n'y paraît. Oui. Donc vous pouvez y aller, c'est pas mauvais. Bon. Pour les amateurs du genre. C'est ça. Voilà, troisième place, Raging Fire, Benny Chan, Donnie Yen. Voilà. Ok. Mon top 3, Elvis de Baz Luhrmann avec au casting Austin Butler, Tom Hanks. Donc c'est vraiment les deux personnages principaux du film. Donc je n'ai pas été chercher les petits personnages secondaires. Ouais. Donc, synopsis, en 1997, à Las Vegas, alors que il est sur son lit de mort, le colonel Parker raconte comment il a découvert et façonné la carrière du King Presley. Ah, c'est vu à travers les yeux de son manager. Son voleur de manager, ce qui lui a piqué tout son fric. Voilà, c'est ça. Et c'est Tom Hanks qui le joue, c'est ça? Voilà. D'accord. Du coup, ça m'intéresse encore plus. Mais moi, j'ai hâte de le voir parce que je suis fan d'Elvis. Hein. Je ne peux que foncer. Hein. J'ai pas vu encore. J'avais déjà adoré le Freddie Mercury, la Queen. Donc, alors ça fait 1,2 million d'entrées en France, hein, donc c'est honnête, hein, c'est pas folichon, mais. Pour un biopic, c'est bien. Ouais, et 141 millions de recettes dans le monde. J'ai pas noté le budget, mais bon, ça doit pas être mirobolant. Hein. Aux États-Unis, ça a dû péter des scores. Quand même. Ah ouais, je pense. Ouais. Parce que Elvis, c'est le roi. Hein. C'est une religion. Alors moi, perso, je ne la connaissais pas, son histoire à Elvis. Hein, Facile. Au début, on parle de colonel réel, de colonel Parker. Il m'a... Donc pour moi, colonel Parker, je crois que c'était un ancien mec de l'armée, tu vois. Mais non, en fait, c'est juste un surnom, quoi. C'est un surnom, oui, c'est ça. Il n'était pas du tout militaire. Et pour ceux qui ont déjà vu quelques films de Baz Luhrmann,
c'est un mec qui est à la limite du psyché et tout, c'est hyper dynamique, coloré, enfin. Ouais. Et ben là, ça colle super bien à Elvis, quoi, parce que Alors là, je me dis, quand il doit mettre en scène les concerts, ça doit péter, quoi. le peu de scènes de concert, ouais, c'est bien mis en image. On est plus dans l'intimité, mais Oui, oui. ça va à 100 à l'heure. T'as même des petites longueurs, mais tu les vois pas passer parce que Austin Butler, il incarne tellement magistralement Elvis que bah, voilà, tu t'accroches à lui, quoi. C'est Pas connu, il me semble. ah non, puis c'est un chanteur dans un groupe pour midonnette. Bon. Mais non, franchement, ouais, il est stratosphérique. Enfin, il pète la baraque et puis à voir si sa carrière pourra se lancer avec ça. Mais voilà, Tom Hanks, hein, toujours carré. Hein. Bah oui, c'est sûr. Voilà, on l'a affublé de prothèses pour le rendre bedonnant et tout. Bah oui. Et puis, bah, c'est un biopic sur un king de la musique, donc hein, il y a de la musique. Bah oui, c'est ce qu'on attend. Hein. Voilà, hein, et puis là, bah, là t'es servi. Hein, du B.B. King, du Elvis, Bah oui, hein, du gospel, du rock, enfin, il a tiré ses racines du blues afro. Hein. voilà, et C'est ça, d'où Colonel Riel. Le réel, C'est afro, c'est à fond. ça colle. si t'es amoureux de la musique de ces années-là, ou même de la musique en général, tu peux que aimer ce film, en fait. Ouais, bah c'est clair. Et par moment, sur la fin, même au début, ça m'en a filé les poils, mais tellement Je c'était intense, quoi. veux dire, le mélange mise en scène, musique, ça t'a. Ah oui, non, mais même la Bah, prestation, l'acting et tout, tu fais waouh. putain, t'es chiant, je vais me le regarder demain. En plus, C'est, je l'ai prêt à faire feu, donc. tu me diras ce que t'en penses, mais pour moi, il mérite amplement sa troisième place. Il aurait peut-être même pu monter un peu plus haut, mais au-dessus, ça va être dur d'aller les chercher. Donc, Mais des fois, quand on arrive top 2, top 3, top 2, ça commence à devenir difficile de faire les choix quand même. bah, j'ai eu du mal. Hein. Je t'avouerai que même pour mon cinquième, j'ai hésité parce qu'il y avait un film que j'ai vu sur Netflix, j'ai failli le mettre. Ouais, moi aussi. Et bah, j'ai fait non, je préfère mettre un film français. Euh, voilà, c'est pour moi un des meilleurs biopics musicales qui a pu être fait depuis bien longtemps. Peut-être avec celui sur Queen, comme tu me disais, hein, Bohemian Rhapsody, qui était magistral aussi. Hein. C'est pareil, ça doit beaucoup à la prestation de l'acteur Rami Malek. Hein. On est d'accord. Il crève l'écran. Quoi. Ah oui, non, bah, quand tu as un acteur qui incarne magnifiquement le personnage, ça fait beaucoup. Hein. Exactement. Et là, on est en plein dedans, quoi. Ça fait plaisir et puis ça donne envie de le regarder. Surtout ça. Il attire toute la lumière. Bah, Et comme... puis, il chante. C'est lui qui chante. Ah oui, vu que tu me disais qu'il était chanteur, du coup là il a un rôle à. Et là, bah, tu fais ah oui. Il y a des moments, tu te dis, c'est Elvis ou c'est lui qui chante parce que ils ont aussi pris des extraits où c'est vraiment Elvis qui chante. Hein. Ils ont pris des images d'archives et tout. Ouais. Et il a quelque chose dans la voix. Tu fais ah ouais. Voilà. Donc c'est top 3, c'est mérité. Ça aurait été une autre année, peut-être qu'il était un cran dessus. Pas top 1, ça c'est sûr, mais voilà. Un très 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 bon film qui aurait mérité encore plus de louanges, plus de pubs parce que on n'en a pas entendu beaucoup parler. Non, c'est vrai. Et voilà, donc je le recommande.
Donc voilà, je crois que c'est à Clem de nous donner son petit troisième. Ouais. Donc moi, en numéro 3, j'ai mis Glass Onion, le film Netflix avec... Glass Onion, une histoire à couteau tiré de... Voilà, histoire à couteau tiré 2. Voilà, donc qui est sorti le 23 décembre 2022 sur Netflix, donc durée 2h19. C'est un policier comédie de Rian Johnson avec Daniel Craig et Edward Norton. Donc, David Battista et Jessica Henwick. Ouais, Et Kate Hudson. Jessica Henwick, on l'a pu voir dans Matrix 4 récemment. Voilà. Donc, le petit synopsis. Donc, direction la Grèce pour le célèbre détective Benoît Blanc, qui doit élucider un mystère entourant un milliardaire de la technologie et son groupe d'amis haut en couleur. Donc, moi, honnêtement, Daniel Craig en Benoît Blanc, je le surkiffe. C'est une pépite, ce personnage. Il est drôle, il est attachant. T'as l'impression qu'en fait, il n'en a strictement rien à faire et au final, il te résout une enquête en 3-4 il a un petit peu fantasque aussi. Coup de crayon, il a un petit côté fantasque, il a un côté un petit côté arrogant aussi. Un petit côté dandy. Voilà, un petit côté dandy, un petit côté arrogant. Oui, c'est un péteux. Il comprend les trucs 10 fois à l'avance, alors en une phrase, il a compris 10 plans à l'avance. C'est une sorte de Sherlock Holmes. C'est ça. Hyper intelligent. Qui déteste le Cluedo. alors que un couteau tiré, c'est tiré Cluedo. C'est tiré Cluedo, et là, ce personnage c'est tout le paradoxe. déteste Cluedo. Il te fait une tirade sur son désamour du Cluedo. Moi, j'étais mort de rire. On commence ce film avec un Daniel Craig, donc Benoît Leblanc dans sa baignoire. Putain, c'est vrai. Dans sa baignoire avec son képi sur la tête. En fait, il y a la pandémie du Covid-19 et en fait, il fait une déprime. Il fait une déprime et il vit dans sa baignoire. Il n'en est pas sorti depuis 2 mois. Depuis 2 mois, il vit dans sa baignoire. On se demande bien comment ça se passe pour la suite, mais bon, on n'a pas les détails. Ah non, mais si tu veux pas savoir. Voilà, donc il vit dans sa baignoire avec son képi sur la tête et on l'envoie. Et puis il joue à Among Us avec des potes sur l'ordinateur. Et donc on découvre ce personnage-là quand on le voit, on se dit pas du tout que c'est un détective incroyablement intelligent. Oui, mais quand tu vois la première scène, de toute façon, tu peux le prendre indépendamment. Indépendamment, dire par exemple, si on découvre le film d'un seul coup sans avoir vu le premier. Tu le vois dans sa baignoire, qui te dit qu'il a pété un kiff. Voilà, c'est un paumé qui est au bout de sa vie, quoi. Alors que c'est un détective hyper intelligent avec un QI assez classe. Assez classe quand même. Et puis, voilà, ça fait du bien de voir Daniel Craig qui s'amuse parce qu'on sent qu'il s'éclate dans ce rôle. Moi, le peu d'interviews que j'ai vu de lui quand il parle de ce rôle, il s'éclate. Voilà, il dit que c'est sa petite bulle de bonheur. Il se tient ce rôle magistral de Benoît Blanc. Alors, Edward Norton est aussi incroyable dans ce film et ça fait du bien de revoir Edward Norton, qu'on ne voit plus trop au cinéma, malheureusement. C'est un acteur aussi qui est aussi incroyable dans ce film, un milliardaire qui a pété un câble. Totalement mégalo. Totalement mégalo avec un ego surdimensionné, mais genre... je pense que il y a l'ego surdimensionné. Pas trop parce qu'il a assez récent le film. Oui, désolé. Voilà. Donc, un ego surdimensionné et puis une bande d'amis haut en couleur, effectivement, qui est haut en couleur avec... les personnages sont très travaillés. Tous une histoire différente, une attache différente sur les personnages. Et on découvre finalement beaucoup de noirceur dans ce film-là. De mensonges, de manipulation et puis... Et puis, il y a Benoît Blanc au milieu. Benoît Blanc au milieu. Qui fout sa merde. Alors, en fait, Benoît Blanc, c'est un shaker. Vous voyez, on met plein de trucs à l'intérieur, on secoue, et puis au final, le cocktail, c'est Benoît Blanc. Voilà. C'est ça. J'adore le résumé, c'est ça. Et c'est ça. Et voilà, c'est un film à regarder, à regarder sans avoir vu le premier, c'est pas dérangeant. On peut vraiment les voir complètement à part. Et puis voilà, Daniel Craig,
Après, qui sort de son rôle. Il faut aussi noter que c'est quand même l'intrigue est super bien écrite, c'est au corps. Ah oui, c'est pareil. Tu ne devineras pas la fin avant que ça arrive. Ça. Et ça fait du bien. Voilà, c'est ça qui fait du bien aussi. C'est écrit avec intelligence. C'est ça qui fait du bien, c'est de se dire qu'on découvre la fin. Ah oui, avec le personnage. À la fin. Point. Voilà. Il n'y a pas besoin de se dire. Lui, il avait déjà deviné, mais dans ce truc, il balance tout. Oui, c'est ça. Mais nous, on découvre tout en même temps qu'eux, en fait. On découvre en même temps que les personnages du film et on les genre. Ah, ouais, d'accord. Ah, il y avait ça, mais ça, j'avais pas compris. Et c'est ça qui est super bien écrit. C'est un vrai film d'enquête. C'est ça. Enfin, un bon film d'enquête. Et puis Daniel Craig qui sort un petit peu de son rôle de bourrin dans James Bond. Et puis qui s'éclate à jouer un détective privé complètement à l'ouest. Un petit peu barré. C'est ça qui tient le rôle mais juste magnifique. Ouais. Et puis bah voilà, hâte de voir si on a d'autres qui vont sortir, mais moi je suis fan de ce. Ah, je pense qu'ils sont bien partis. Hein. Moi je suis fan de cet univers et Benoît Blanc, bah voilà, bravo. Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà pour mon top 3. Ok, merci. Que moi j'ai mis en top 2. Que tu vas. Ah bon, bah, ok. Et au final. Il n'y a pas grand-chose à dire. Du coup, je ne vais pas m'attarder sur le synopsis pour ne pas trop en dire. Donc moi, pour rebondir sur ce que Clem vient de dire, Glass Onion, le film Netflix. Alors par contre, moi, je vais étoffer un peu parce que j'ai le budget. On va noter aussi au casting, il y a Kate Hudson aussi, qu'on ne voyait plus depuis des années, avec, comme elle l'a dit, Edward Norton. Voilà. Donc, on a quand même un budget de 50 millions. Alors, il n'a pas énormément marché, mais c'est pareil, c'est bancal. Les chiffres, parce que c'est du Netflix, on est sur 50 millions de budget, 15 millions, ils disent. Il faut savoir que le premier à couteau tiré, il a fait 311 millions au box-office. Donc, c'est quand même un succès. Alors, peut-être qu'en fait, ils calculent les recettes par rapport au nombre de vues. Ouais, je sais pas comment ils font, c'est bizarre. Mais en tout cas, rare d'avoir des chiffres. En tout cas, le premier, il a pété les scores. Il a fait 300 millions. Donc, je suis étonné que la suite, qui est bien meilleure, marche moins bien. Pour moi, c'est intéressant. Parce que le premier, il est très très bon. Alors celui-là, il est au-dessus. Enfin, bref, donc tu as résumé le synopsis, donc je le fais pas. Donc pour moi, on a une intrigue rondement menée et super bien écrite, comme je disais, c'est du Agatha Christie de toute façon. Si vous connaissez un petit peu ses écrits, on est totalement là-dedans, c'est-à-dire un truc à la Columbo où tu vas pas deviner la fin avant que ça t'arrive au nez, quoi. Ça là-dessus, c'est impeccable. T'as le casting, parce que t'as quand même Batista qui joue un rôle à contre-emploi aussi, il est génial. T'as Kate Hudson en pain bêche là, de la mode, là, elle est terrible. Edward Norton en espèce de mégalo machiavélique, mais au final, je vais rien dire, mais tu t'aperçois que c'est une façade parce qu'au final, c'est pas ça du tout. Enfin bref, c'est génial. Tu vois, on a même la banane en parlant pour te dire que c'est bon, quoi. Donc, casting 5 étoiles. La révélation finale quand Benoît Blanc te dit qu'il a tout compris depuis 1 heure et qu'il attendait juste que les pièces soient bien mises en place et qu'il te balance toute l'intrigue dans ta gueule et que toi, tu n'as rien vu venir. C'est signé. Ça. Donc, moi, je te dis, ça, c'est un bon point. Ouais. Daniel Craig à contre-emploi, puis qui s'éclate, quoi. Puis il te donne le sourire, il te donne la banane, il est génial, elle a raison. Moi, des gens, James Bond, je l'adore, tout le monde le sait, je n'arrête pas de le dire, mais alors là, il est majestueux, quoi. Il délivre vraiment, là, tu vois l'acteur, plus que dans le James Bond, parce que là, il passe un peu partout, quoi. T'as le cadre environnemental de l'enquête, ça se passe sur une île, où le mec, comme il est milliardaire, il a fait un complexe qui marche à l'énergie, tu sais, avec une énergie fossile qu'il a créée lui-même. Mais il est totalement barré, genre il a une plateforme tournante
avec sa bagnole dessus. Alors après, ça va peut-être rebuter certaines personnes. Bah, t'as quand même un rythme qui est assez lent, tu vois. C'est vraiment Ah oui, une voilà, enquête. c'est ça. Oui, voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas d'action, ça Mhm. bouge pas. Mais alors, la prestation des acteurs, les dialogues sont tellement bien écrits, les personnages sont tellement bien écrits, Mais ils ont oui. tous leur caractère, leur C'est ça. personnalité. C'est super bien mené. Le casting, je te dis, il est nickel. Ah, c'est Eh ben, beau. ça fonctionne, tu t'ennuies pas. C'est ça. Comme le premier, qui était C'est- pareil, un casting pareil pour le premier, qui était aussi à C'est couteau tiré. Et donc, il y avait Anna Dermas pour le premier, et Chris Chris Evans. Evans, puis d'autres acteurs dont je me souviens pas là comme ça, mais il y avait Jamie Lee Curtis. Il y avait Jamie Lee Curtis. Mais oui, oui, oui. Oui. Il y a le gamin qui jouait Le dans méchant Hit, il y a le méchant dans Superman. Jace Eisenberg. Bah oui, Zorg. Ah non, le général Zod, Le oui. général Oui, Zod, oui, oui, qui oui. joue le mari de, Oui, oui, le de Jamie boiteux, Lee Curtis. il marche en canne. Qui joue Ouais, le et puis mari de Jamie il y a Lee aussi Curtis. tu sais, le gamin qui joue dans Hit, tu bats le personnage principal, quoi. Mais tu sais, quand ils sont enfants, là, la première partie, là. Enfin, l'acteur, il fonctionne bien, mais je me souviens plus du nom. Bon, bref, le casting, à chaque fois, il est nickel, quoi. C'est ça. Et pareil, toujours. Daniel Craig qui est là-dedans, qui ressort comme une boule lumineuse, C'est ça. fait tout péter, quoi. C'est ça. Il fout Non, bien la merde. c'est excellent. Franchement, excellent, 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 excellent. Une très, très, très bonne surprise. Putain, je m'attendais pas à ça. J'ai Carrément. vu le premier il y a pas longtemps, j'ai enchaîné avec le 2. Mhm. J'étais sur un petit nuage. Ça, pour moi, c'est du bon film de cinéma, quoi. C'est ça. Ça fait du bien à voir. C'est écrit, c'est bien réalisé, c'est bien joué. Bon, les musiques, tu les retiens pas, il y en a pas tellement. Non. Mais pas Ça, beaucoup besoin, en c'est fait, dommage, hein. c'est un constat qu'on fait de plus en plus aussi, ça. C'est ça. Mais alors, par contre, tout le reste, la mise en scène, l'écriture, comme ça. Voilà. Au top. Voilà. Faut foncer. Note-le aussi. Et regarde les deux, hein, Regarde les parce deux. que c'est du bon. Allez, à ton tour, Fab. Ils Fais-nous- sont notés, ils sont dans ma liste Netflix, les deux. Ah bah cool. Deuxième, hein, et là, je pense que si mes calculs sont bons, on aura tous le même premier, mais bon, hein. On va pas spoiler. Mon second, Licorice Pizza Ah bah, c'est marrant, je m'en doutais un peu. Je sais pas pourquoi. de Paul Thomas Anderson avec Alana Haim, Cooper Hoffman et après dans des rôles secondaires voire même tertiaires, hein, parce que les deux prennent tellement de lumière que les autres en deviennent vraiment des, des seconds couteaux, hein. Sean Penn et Bradley Cooper. Ah oui, j'avais vu qu'il y avait Sean Penn et Bradley Cooper. Je me demandais ce qu'ils foutaient dans le film. Bah, Bradley Cooper, il est bien barré, hein. Franchement, c'est excellent. Alors, la petite histoire, c'est dans les années 70, hein, Alana, donc, qui est jouée par Alana Haim, hein, ils ont donné le même prénom, Ouais, ou hasard, je ne sais pas. Une jeune adulte d'une vingtaine d'années, qui est assistante photographe, a fait la connaissance de Gary, qui a une quinzaine d'années, pendant que ce dernier fait sa photo de classe. Et une relation assez particulière va s'installer entre les deux. Voilà. Donc ça, c'est le postulat de départ. d'accord. Euh, la relation du coup entre les deux petits jeunes là, enfin les deux petits jeunes, ils doivent avoir quoi même? Des gars, quand même. Ouais, à peine une dizaine d'années d'écart, je dirais moins que ça, mais euh, je crois que dans le film, elle dit jamais vraiment son âge à la nana. Vue d'œil, ouais, elle doit avoir 23, 24 ans peut-être. Et du coup, alors, l'ambiance, si vous aimez les années 70, voilà, on est en plein dedans. Que ce soit les costumes, la musique, même les dialogues, tout est pensé euh, pour nous faire voyager dans cette époque-là, hein, avec une histoire, mais vraiment toute simple. C'est vraiment un film tranche de vie, hein. L'histoire est vraiment toute simple. C'est vraiment la relation entre les deux qui va évoluer selon le boulot de l'une, les petits plans de l'autre. Enfin,
En fait, c'est quoi? Et C'est un film romantique? C'est quoi? c'est une comédie romantique, je dirais, mais j'arrive pas à le catégoriser en fait. D'accord. Parce que ça se limite pas qu'à ça, quoi. Non, c'est vraiment, on est même pas loin du contemplatif des années 70 parce que on te montre un petit peu comment ils vivaient, les soirées, les machins, comment ils faisaient pour s'en sortir, les petits boulots. Je veux dire. Parce que Alana, elle vient d'une famille juive dans le film. Et donc du coup, avec des parents vraiment très très carrés par rapport à ces à ses relations, ces trucs. Enfin, Et que c'est toujours le cas même aujourd'hui. ouais, mais là on te le colle bien dans la paillasse. Euh, Ils sont assez c'est intrusifs. comment? Ils sont assez intrusifs. Ah oui, oui, oui. Ah, bah là, on est vraiment au cœur de leur petite vie aux deux. Hein. T'as Gary, il fait ses petits plans, genre il va monter des petits business pour gagner de la thune, hein, toujours légalement par contre. Euh, Jamais dans le business de choses volées ou quoi que ce soit. Euh, mais voilà, c'est un truc que tu peux pas donner le pourquoi de t'as kiffé. T'as kiffé parce que voilà, tu t'es senti vachement proche des personnages. Comme si tu suivais tes potes. En fait, c'est devenu tes amis tout le long du film, en fait. D'accord. Voilà, c'est vraiment du ressenti, là, c'est vraiment du viscéral. Ouais, Euh, donc tout tient sur l'écriture, quoi. ah oui, 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 tout à fait, hein, et le jeu des acteurs. Et les Parce acteurs. que faut noter que Alana Haim, à l'origine, c'est une chanteuse. Elle chante avec ses deux sœurs. Elle n'a jamais fait de cinéma. D'accord. C'est son tout premier rôle, euh, alors qu'elle est née, elle doit avoir une trentaine d'années, donc elle commence sur le tard. Et Cooper Hoffman, donc, qui joue Gary, il doit avoir à peine 20 ans. Donc j'espère le revoir, lui, par contre. Il a une bonne tête et puis ils, ils arrivent vraiment à nous faire ressentir toutes leurs émotions tout le long du film. Bon, et puis voilà, Paul Thomas Anderson, il est doué quand même avec sa caméra. En plus, il a un tout petit budget, bon, et le film a pas fait de recettes, hein, budget de 40 millions, mais seulement 32 millions de recettes. Ouais, Bah, c'est c'est vrai que pas remboursé, quoi. j'en ai entendu parler comme un film de niche, un peu, quoi. Ah oui, non, mais c'est tout à fait ça, hein. Tu vises pas le grand public. Pour te dire, en France, ça fait que 365 000 entrées, hein. Eh oui. Mhm. Non, Donc, mais c'est ce qu'il y a le cinéma, c'est que des fois, il faut sortir un peu des sentiers battus. ah bah c'est ça, hein. En plus, ça c'est sorti en tout début d'année, je crois que c'était sorti en janvier. C'est sorti en début d'année, oui. Et alors j'y allais parce que j'avais vu Sean Penn, Bradley Cooper. Je fais ouais, bon, vas-y, ça se tente, hein, même s'ils sont pas acteurs principaux, hein. Curiosité, quoi. Et puis au début, tu te dis ouais, oh, c'est un peu neuneux, machin. Et plus tard dans le film, eh ben, tu rentres, tu t'attaches aux personnages, à leur petite vie. C'est vraiment voilà, hein, de l'intimiste. Donc, ça plaira pas à tout le monde, c'est lent. Les musiques, par contre, elles sont top, hein, les années 70. Hein, quelle Ah, belle période. c'est quoi? C'est des musiques connues? Il y a quelques musiques connues, mais t'as vraiment musique de fond, t'es vraiment dans l'ambiance, quoi. Ouais, là, t'as vraiment un travail sur la musique que t'as noté, alors que d'habitude, c'est pas le cas, quoi. Ah oui, 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 bah, c'est un tout, hein. Et puis, c'est pas que c'est plus marquant que ça, mais tu vois que ils ont laissé aucun détail au hasard
pour justement faire rentrer le spectateur dans cette histoire, somme toute banale. Hein, ça peut être l'histoire de ton voisin avec sa copine quand ils se sont rencontrés. Enfin, voilà. Ouais. Rien d'extraordinaire dans l'histoire, rien d'extraordinaire dans le scénario. Juste la vie de deux jeunes gens qui se sont rencontrés et qui se sont trouvés, quoi. Voilà. Donc, moi, c'est un truc rafraîchissant. Et puis, je vous le conseille. Après, ça vous plaira ou pas. C'est toujours pareil. Hein. Moi, là, c'est vraiment du ressenti. Bah, moi, où j'avais lu le synopsis, ça me tentait pas. Après, je sais pas si je serais client de ce genre de film-là, mais bon, faut voir. Après, tu vois, comme tout, hein, tu sais pas avant d'avoir regardé, quoi. À l'origine, je suis pas client de ce genre de film. Tu vois, mais bizarrement, celui-là, je me suis accroché à ces petits jeunes gens bien sympas. Et puis, comme je disais, un Sean Penn, Bradley Cooper, surtout Bradley Cooper, mais tu te tapes des barres tellement il est con. C'est un bon acteur, lui, hein, aussi. Hein. Ah oui, oui, excellent. Il joue le coiffeur de, comment ça s'appelait, Barbara Streisand. Ouais. À un moment, elle s'était mis en couple avec son coiffeur ou je sais pas quoi. Oui, d'accord, oui. Et ben, il joue ce personnage-là, en fait. D'accord, donc un personnage historique, quoi. Voilà. Donc, voilà, il garde aussi ce côté historique avec. Ils l'ont bien ancré avec des personnages ou des faits. C'est chelou. Ouais. Donc voilà, c'est un film fun et je peux pas en dire plus parce que Oui, il n'y a pas grand-chose à raconter hein, en Non, soi. mais ça se sent que que t'es à fond dedans, quoi. Donc voilà, Donc, nous oui. t'écoutons pour ton 2. Alors, c'est un film qui a déjà été cité par mon cher et tendre. Non, je n'ai pas encore parlé. Bah, si. Donc, en top 2, pour moi, c'est Raging Fire. Ah, Bah oui, t'en as parlé. oui. On peut parler. C'est moi. Donc, Raging Fire, donc réalisateur Benny Chan, paix à son âme. Donc, acteur Donnie Yen et Nicolas Tse, sorti le 26 mai 2022. Et bah, honnêtement, je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les films d'action. Pourtant, moi, c'est pas du tout ma tasse de thé. Si, quand même, Oui. Gaillard, Demolition Man, des trucs comme ça. Oui, quoi. ben voilà, mais c'est pas, on va dire que je suis pas, c'est pas ma préférence non plus. Non, t'es plus son truc. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, Raging Fire. Ou horreur fantastique. Ce film, en fait, déjà Donnie Yen, on va pas se mentir, je découvre Donnie Yen en 2022. Voilà, je ne connaissais pas du tout l'acteur. C'est du cinéma de genre, hein, quand même. C'est pas non plus, Voilà, je ne connaissais pas du tout l'acteur avant 2020. Il a quel âge, Donnie Yen 60 ans. Il va seulement là jouer dans un gros blockbuster américain, John Wick. Oui. Il y a quelques années, il a joué dans Blade 2. Et il a un rôle tertiaire, voire même encore moindre que ça. Il n'est pas mis en lumière au niveau international. Je connaissais l'acteur, on va dire, de nom, enfin de visage, je voyais à quoi il ressemblait. Il joue dans Star Wars aussi. Mais là, en tant que film, j'avais pas vu de film le concernant. Et donc, on a fait un. C'est battu un peu de tout. On s'est dit, oui, on a quand même pas mal vu comme de films de Denis. C'est battu un peu de tout. C'est ça, depuis le début. Et on a fini par Raging Fire. Et là, moi, j'ai pris une claque. C'est ça. Voilà. C'est peut-être ce qui va le résumer. C'est que tu prends. J'ai pris une claque d'action. Pourtant, moi qui adore l'univers de John Wick, là, je me suis pris une claque d'action, mais encore plus fort qu'avec John Wick. Parce que, en fait, c'est, comme tu l'expliquais, c'est tellement millimétré au point que les scènes sont cadrées, sont juste incroyables, en fait. Même si tu vois la différence entre John Wick qui est très chorégraphié et ça qui l'est aussi, mais c'est un autre niveau. C'est pas la même chorégraphie. Non, ça fait moins
robotique, ça C'est fait ça. moins cathartique, C'est ça ça. fait moins forcé. Même quand c'est what the C'est fuck. naturel. C'est ça. Même moi, quand c'est what the fuck, la voiture Ça- a fait. Non, c'est pas la voiture, c'est que lui, il passe pas. Enfin, il sort de. Il roule à donf, il ouvre la portière, il fait une roulade, il chope un gosse, il saute par-dessus la voiture. Oui, c'est ça. Et la Et là, voiture. tu te dis ça en 10 secondes. Tu sais, mais comment il fait, humainement parlant, quoi. Il C'est atterrit, Spider-Man, quoi. et il atterrit sur le coffre de la Il voiture atterrit avec sur le, le toit. avec le gamin dans les bras et tout va bien. C'est Voilà. n'importe quoi. Et voilà. Et en fait, même les personnages de Nien et Nicolas Tsé, que je connaissais pas du tout non plus Moi, oui. en 2022. C'est un acteur assez distrait. Et bah, ce duo de personnages, mais il est dingue, quoi. Il est dingue. En fait, ils sont très amis en fait dans la vie. Ils ont déjà fait pas mal de films ensemble. Et en fait, dans le film, on le ressent, en fait. On ressent leur amitié à travers le film, même quand ils sont face à face et qu'ils doivent se taper sur la tronche jusqu'à ce qu'il y en a un qui meurt. Et bah. Ça fait bizarre, la phrase. Ils sont amis, mais vont se tuer. Et bon, c'est là, mais c'est ça en plus. Et ben, en fait, on ressent leur amitié, en fait, à travers les combats, à travers les scènes qui se passent. Et puis de Nien, qui est juste incroyable, quoi. Moi, je le dis sans mal, c'est le meilleur acteur de film d'action Ever, quoi. Il pète, quoi. Voilà. Il déchire tout. Il est petit, il est comme ça, mais il va t'éclater des parpaings à coup de pied. Je voudrais pas prendre un coup de latte de Denis. Il va te péter la gueule à 10 mecs qui sont sur, il va te péter la gueule à 10 mecs qui sont sur lui, et puis il va ressortir avec une balafre, et puis. C'est un film, mais après, c'est quand même un mec qui maîtrise. Carrément, il a un niveau d'arts martiaux qui est juste incroyable. Enfin, on a des Scott Atkins, des trucs comme ça. C'est ça, bah oui, carrément. Puis même Jackie Chan qui est aussi qui a un bon niveau d'arts martiaux. Oh, je pense qu'ils sont aussi bons, mais c'est pas le même style. C'est pas le même style, mais voilà, enfin, on a Jackie Chan est plus dans la cascade. On a ce côté très chorégraphié et en même temps. Un petit peu à la Belmondo, si on veut une référence chez nous, il est plus dans la cascade comme ça, mais ça. Des niveaux. Mais il a quand même un bon niveau arts martiaux, Jackie Chan. Il a fait l'opéra de Pékin quand il était gamin. C'est ça. Chier, et là, Donnie Yen, il a ce niveau d'arts martiaux qui crève l'écran, en fait. Il crève l'écran. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'autre chose. Il crève l'écran et ce film est juste, et c'est juste incroyable. L'histoire, elle tient debout, les personnages, ils tiennent debout, les combats, ils tiennent debout. On découvre qu'il y a de la magouille, qu'il y a de la manipulation, ça tient debout aussi. Oui, c'est bien décrit. Voilà. Ce que je disais, c'est un film d'action, mais qui est moins badass que 90% des productions d'action. On nous prend pas pour T'as un scénario. Ouais, on nous prend pas pour des idiots. Voilà, c'est ça, il est écrit, on nous prend pas pour des idiots. Voilà. Et puis ça pète. Voilà. Ça pète. Même si c'est what the fuck, ça pète. Il n'y a qu'une scène vraiment what the fuck. Oui, mais bon, il y a des courses-poursuites sur le toit. Après, c'est un film d'action. Voilà, il y a des. Il y en avait aussi dans Die Hard, il y en avait aussi dans les Stallone, il y avait aussi. C'est ça, non mais carrément. Et puis quand Vivienne il fout une torgnole, il fout une torgnole, quoi. Par contre, tu la sens, quoi. Voilà. Ah ouais, la torgnole, t'as mal pour le mec. La puissance du coup, tu la sens passer à travers la caméra, c'est ouf. C'est ça, tu te dis, Coco, il va avoir les vertèbres, il a intérêt d'avoir un bon chiropracteur parce que sinon, il remet pas un pied devant l'autre. Hein. C'est sûr. Voilà, donc un bon film d'action qui fait du bien en 2022. Voilà, et hâte de voir dans John Wick comment ça va se passer, quel rôle il va avoir, et puis. Un des antagonistes principaux. Voilà, c'est cool. C'est super. On va mettre du chouchou comme ça. Voilà, c'est du bonheur. Voilà, donc attaquer le. Écoute, alors je pense que vous avez le même top 1. Oh, certainement, toi aussi. Ça dépend. Je pense que j'ai le même que vous. Hein. Dans ton top 1 Est-ce que dans ton top 1, on scale les miches et on crie à la lune? Est-ce qu'il y a un loulou? C'est par Robert Tegger. Oui, on a tous le même. Quoi. On a tous le même. Le bien nommé The Northman. Je sais même plus, on avait fait une vidéo là-dessus en plus. On a fait une vidéo là-dessus. On a fait une vidéo. Oui, en fait, ça date, parce que c'est quand même ça date quand même du mois de mai, donc. 11 mai 2022. Et quel film? Enfin, en plus, on l'avait pas vu dans les mêmes conditions, hein, tous les trois. Et en cinéma, nous, en VOD. C'est ça. Mais quelques temps après, on l'a vu même pas 15 jours après toi. Ouais, en plus.
Ouais, donc on est tous en top 1, à l'unanimité sur le 7e, The Northman. The Northman. Donc, 11 mai 2022, durée 137 minutes, réalisateur l'immense Robert Egger. Alors, le casting, on était sur 5 étoiles avec Glass Onion, là on est sur 20 étoiles. Parce qu'on a Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Björk, Nicole Kidman, Claes Bang, Ethan Hawke, Willem Dafoe. Alors là, excusez-moi, là on est servi copieux. Hein. On est sur quand même un beau budget de 90 millions. C'est bien. C'est même léger quand même, moi, quand je vois, au vu de la reconstitution historique, je m'attendais quand même à un plus. Hein. Et là. Et on est sur un box-office qui fait un peu mal au cul, parce qu'on est que sur 69,9 millions. Ah, moi, j'ai pas les mêmes chiffres. Ah, donc toi, tu as combien? T'as combien, toi? Ah, mais vous avez peut-être les vidéos après derrière. Oui, moi, j'ai pris le total avec la VOD et avec la VOD. Ah, moi, j'ai le chiffre sans VOD. Alors, le chiffre box-office cinéma uniquement, vas-y. Juste cinéma, 359 000 entrées en France. Donc, c'est vraiment rien du tout. On va pleurer. Vas-y. Bah, on en parlait hein, dans la vidéo flop. Hein, Les 15 jours après, il marchait pas bien. Et du coup, recette mondiale, 33 millions. C'est même pas la moitié de ce qu'il a coûté. Quoi. Ouais, c'est triste. Heureusement qu'il y a la VOD et puis et encore, hein, ça amortit même pas le film. Quoi. Encore, il se rembourse pas. Hein. C'est ça. Donc, je vais vous faire un petit résumé. Hein. Donc, on est au Xe siècle. Hein. Le Hamlet, jeune prince nordique de 10 ans, se lance dans une quête afin de venger la mort de son père, le roi Orvendil, tué par son oncle Fjornil. Donc, il va retrouver sa trace en Islande, devenu adulte, hein, et se fait passer pour un esclave pour mieux atteindre sa cible. Voilà, je vous en dis pas trop, parce que c'est un film à voir. Et allez le voir. Là, vous pouvez l'acheter en Blu-ray et vous faire plaisir en Blu-ray 4K et faire péter l'image, donc vous en privez pas. Regardez-le. Donc, écoutez-nous je pense vers le 20 mai de l'an dernier, on a fait une vidéo d'environ 30 minutes dessus, je crois. Donc, vous avez déjà notre avis là, mais on va refaire un petit topo tous ensemble. Hein. Donc, écoutez, moi, j'ai fait des petites notes. J'ai mis forcément le casting hein, au top. Hein. Là, tous les acteurs sont bons. Hein. Même Willem Dafoe qui apparaît très qui apparaît très peu. On peut rien lui reprocher. Björk aussi. Hein, voilà. Hein. Donc, j'ai noté aussi la véracité historique hein, parce que, comme on l'avait dit dans notre vidéo, le film a vraiment été Robert Egger a vraiment fait des recherches historiques avec des forgerons, des bâtisseurs de dracars, des mecs spécialistes en folklorisme, en histoire islandaise et néerlandaise pour coller vraiment dans le contexte à mort. Donc, on a forcément Robert Egger à la caméra. Ça, c'est forcément aussi nickel. Hein. On se rappelle de l'attaque par les Berserkers, le plan séquence, il est magnifique. Hein, on le note. On a un récit qui est quand même entre le réalisme vraiment profond et puis un mysticisme assez exacerbé quand même, que le film appelle quand même jongle entre les deux, hein, entre l'ultra-réalisme et puis le divin, un petit peu le folklorisme. On a la beauté des décors qui sont naturels. Faut noter aussi l'ampleur du chantier. Hein. 1 an de construction et de bâtissage pour un résultat quand même. C'est cette petite ferme là qui est sur un flanc de colline. C'est quand même pharaonique, tu t'y crois. Hein. Clairement, quoi. À aucun moment tu te dis que ça a été monté de toutes pièces, quoi. C'est incroyable. Et puis on est sur un récit épique qui est viscéral et envoûtant. Et moi, je le redis, hein, un véritable chef-d'œuvre. Une pépite, comme on en voit très rarement. Et j'ai pas peur de le dire parce que je sais que le film est très controversé. Mais moi, je trouve que c'est vraiment sous-estimé, quoi. Voilà. Donc, Fab, qu'est-ce que t'en dis, toi? Pour rebondir sur la date de la vidéo, elle a été postée le 1er juin.
Le 1er juin, ah oui, quand même. Donc, voilà. Alors, moins d'un mois après la sortie, 3 semaines. Alors moi, l'ayant vu en salle, ça a été une expérience. C'est même plus aller voir un film, c'est vivre une expérience. Oui, c'est ce que tu nous disais. Mais on a ressenti un peu la même chose dans le canapé. Parce que déjà, tu as le son, l'écran, mais aussi les gens qui sont avec toi dans la salle. À la fin, d'habitude, tu as les gens, ils commencent à parler pendant le générique. Et là, pendant le générique, t'as personne qui a parlé, c'est resté silencieux. C'est comme si tout le monde avait pris un chaos, mais Ouais, monumental. Et voilà, enfin, il y a même pas de mots, c'est Eger, il a fait un travail mais plus que remarquable, hein, comme tu disais, que ce soit dans la reconstitution historique, dans sa manière de tourner, de diriger les acteurs, tout est vraiment au poil, mais t'as aussi peut-être le côté qui a fait beaucoup parler de la fameuse Valkyrie. Mais a priori, c'est aussi par rapport à des recherches historiques, comme quoi ils avaient Avec des ornements sur les dents, oui. des ornements sur les dents, voilà. Donc ça avait été controversé, mais Il a fait une interprétation artistique, mais il ne l'a pas sorti de n'importe où. voilà. Donc Elle est peut-être, une véracité historique. on pourrait peut-être. Alors là, après, c'est vraiment aller chercher la petite bête, lui reprocher le petit côté mysticisme. Tout le monde va pas Des visions, par exemple, il sait que elle est enceinte, compris, oui. mais en sachant euh, tout l'intérêt, l'importance surtout qu'avait la mythologie et tout ce qu'elle est autour dans la culture nordique, ça fait sens. Oui, en fait, ils vivent avec leurs croyances et en fait, tu le ressens à l'écran, quoi. C'est ça. Et je pense que c'est juste un prolongement de tout ça que Hegel a voulu mettre en scène. En image, et bon, il a fait comme ça, quoi, en fait. Et ouais, même Claes Bang, qu'on connaît pas forcément plus que ça, quel acteur. Putain, le méchant, il est vraiment charismatique. Donc voilà, franchement, à voir, à revoir. À voir Comme dans sa film. à voir en bonnes conditions, parce que si c'est aller le prendre en DVD RIP dégueulasse, tout pixelisé, c'est pas la peine. Ce film mérite un Blu-ray. Je pense que c'est un film qui mérite d'être dans ta filmothèque, quoi. Minimum Blu-ray, quoi. Ah oui, minimum, oui. Oui. Après, Pas pour sans ceux le- qui ont la possibilité, bien sûr, hein, mais Bon, Oui. voilà, mais Enfin, si tu dois en acheter qu'un de l'année, c'est celui-là. c'est celui-là. ah oui, oui, bah voilà, hein, s'il est top 1 de nous trois, c'est qu'il a fait de l'effet. Après, T'as vu, quand même, on est quand même à contre-courant un petit peu de l'opinion générale. t'as beaucoup qui lui ont reproché beaucoup de choses et qui le classent justement, eux, dans l'autre sens, plutôt en flop qu'en top. Hein, mais Ah ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas compris peut-être la direction artistique, je sais pas, peut-être le folklorisme, hein, qui est quand même assez présent, peut-être trop appuyé, ça les a fait sortir du truc, hein, peut-être aussi. bah, rien que le petit peu rite de passage entre le père et Hamlet avec Willem Dafoe, Où ils se fait taper l'épée, là. c'est perché quand même. Hein. Oui, c'est perché, mais en plus, c'est dès le début du film, ça peut direct te couper la chic. C'est ça. Et après, même les danses autour du feu, enfin les danses de Berserk. Ça, bon, moi, ça m'a pas choqué, parce que comme je m'y connais un petit peu en mythologie et en histoire, bon, bah, je savais bien que ça se faisait. Donc, ça m'a pas. Mais bon, c'est sûr que si t'arrives là-dedans de but en blanc, bon. Mais oui, les décors, enfin, magnifiques. Hein. L'Islande,
C'est vraiment magnifique, alors que c'est pas tourné tout à fait en Islande, pas tout en tout cas. Pas tout. Non. Une partie en Irlande, hein, il me semble qu'on avait dit, si je ne me trompe pas. En tout cas, tu t'y crois. C'est ça, donc voilà, hein, le meilleur film pour nous pour cette année 2022. Clem, tu veux rajouter quelque chose Simplement la prestation de Alexander Skarsgård. Comme dans l'autre vidéo, je reste sur Alexander Skarsgård. Ah, Une prestation qui reste juste incroyable, un physique. Pour moi, c'est un acteur qui est assez sous-estimé. Un physique dans ce film qui est juste démentiel. Une bête. Mais il n'est pas que physique, hein, parce que non, quand il est esclave un peu plus tard dans le film, il est plus mince. Oui, mais quand je dis, on n'est plus dans l'action et il joue son rôle nickel. Mais quand je dis une carrure, c'est en général. Il a un charisme, incroyable. Il a un charisme, il a une présence. C'était le cas dans Tarzan, c'était le cas dans True Blood. Moi, quand je regardais la série, c'est un très bon acteur. Excusez-moi, mais voilà, c'est un personne, c'est Alexander Skarsgård, quoi. Point. Il n'y a pas, voilà. Il y a Keanu Reeves et après il y a Alexander Skarsgård, c'est ça. Et après il y a Donnie Yen. Voilà. Et Anya Taylor-Joy, magnifique. Bah oui, qui crève aussi l'écran, le fameux duo. Le couple est attachant. Qui crève l'écran, mais quand tu le vois avec sa peau de loup sur le dos, même dans le bateau, la première scène du bateau, avec son nez tordu, puis que tu apprends en regardant le making-of que ce Starriel, il s'est pété le nez tout seul, quoi. Pour avoir une tête blanc-rilée, tu fais, mais il est complètement cinglé. Genre, quand tu le vois dans le bateau, t'as pas envie de dire bonjour. Moi, franchement, je pensais que c'était un effet. Non, mais quand j'ai regardé le making-of et j'ai vu que c'était pété le nez. Ah, il s'est pété le nez. T'as pas envie de lui dire bonjour à ce mec quand il rame. Puis je me rappelle, je regardais ça tout seul, puis je fais, putain, Clémence, viens voir. Elle devait être dans la cuisine, je lui fais bien écouter le truc, là, le Alexander Skarsgård, quoi. Puis je lui mets le truc, non, mais alors il s'est cassé le nez pour avoir l'air, je suis non, mais sérieux, quoi. Un régime alimentaire de dingue. Un entraînement de barjo. Enfin, voilà, c'est. Moi, tu vas me dire, après, ils sont payés pour ça, mais bon. Combien d'acteurs faut quand même saluer la prestation. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Voilà, donc j'en parle un peu. Non, parce qu'on va te mettre au Panthéon à Henri Cavill qui soulève de la fonte toute la journée. C'est vrai qu'à côté, Alexander Skarsgård, t'en entends beaucoup moins parler. C'est ça. Et quand il fait des films, On parlait d'ailleurs dans la vidéo The Northman de Tarzan, il était impressionnant. Ah oui, le mute aussi. Jusqu'à aller se faire de la musculature de main pour avoir une paluche de gorille, en fait. C'est ça, et puis la main complètement. Qui fait vraiment penser au Disney, la grosse main bien épaisse. C'est ça, puis le film mute aussi. Le film mute sur Netflix, qui est très bien. Il joue un mormon. Voilà, c'est ça, ça reste un acteur sous-estimé et que dans ce film, c'est une étoile. Il est largement capable de sortir une putain de prestation dans beaucoup de registres. C'est ça. Et dans ce film, c'est une pure étoile. En tout cas, il crève l'écran, ça c'est clair. Carrément, dans tous les sens du terme. Il crève l'écran, puis il crève la gueule à coups de hache. Et puis, on va pas spoiler, mais on en parle du combat de fin. La scénographie. Oh, la magnifique. La scénographie du combat. La mise en scène, les lumières rougeoyantes et tout, mais c'est super. Totale. En tout cas, moi je trouve que c'est maîtrisé à un point au niveau de la mise en scène, c'est un truc de ouf, quoi. Et puis le choix des instruments d'époque pour la musique. Parce que là, les musiques participent à l'immersion du film. Et là, on a des musiques. Et là, tu as des musiques, c'est travaillé, c'est cohérent avec le film, c'est cohérent avec tout. Hein. Et non, c'est vraiment un putain de film, quoi. C'est ça. C'est un chef-d'œuvre. Ah bah pour moi, oui, clairement. C'est ça. Et on devrait en avoir plus des films comme ça tout le temps et ça devrait. Moi, je m'en rappelle avoir pris une gifle, mais x14 dans la tronche, quoi. C'est ça. Et quand on découvre comment il est traité, c'est difficile. Bah moi, j'en ai parlé au cours de l'année avec plusieurs personnes quand même amateurs de cinéma. Bah alors, ils me l'ont pourri, le film. Et je me suis dit, comment on peut être autant opposé sur un film, quoi. Maintenant, je te bloque. Non, chacun son avis. Mais si tu veux,
moi, quand je disais pourquoi j'aimais bien, j'avais des réponses très très agressives quand même, comme si que moi, tu vois, mon avis était de la merde un peu, quoi. Bon, c'est des gens que je connais depuis des années, donc j'ai calmé un peu le jeu. Je suis pas rentré dans le conflit, j'ai fait bon, bah tant pis, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Mais ça fait pas plaisir quand même de sentir qu'en gros, toi, tu dis de la merde. Bon, je sais pas quoi. Non, bah, je sais pas. En tout cas, hein, c'est signe que c'est réussi. Hein, il divise, donc. Divise, et puis nous, on est assez unanime, donc bon, Peut-être voilà. que dans quelques années, il va peut-être. Comme les tableaux de Picasso. Voilà, c'est comme le vin, il se bonifie en vieillissant. Non, là, je sais que Robert Eggers fait Nosferatu, et ça, j'ai hâte aussi. Parce que sa patte artistique avec le gothique de Prague, parce qu'il tourne à Prague et tout, ça s'y prête carrément. En plus, moi, je connais son boulot avec The Lighthouse, où c'est tout en noir et blanc. Putain, mais c'est un putain de film aussi, ça. Et Mais The Witch aussi, avec Anya Taylor-Joy. Hein. ouais, mais il est celui-là, je l'ai pas vu par contre. Mais je pense qu'il est très il faut que je le regarde. Il est très sous-estimé, je pense aussi comme réalisateur. En tout cas, il est dans l'artistique. Il a une vraie vision artistique et d'auteur. Et je pense que plutôt que de lui casser les pattes comme ils ont fait là, faut encourager ce genre de mec-là. Parce que lui, il va pas te faire un Marvel, tu vois. Lui, il te fera pas ça. Lui, le cahier des charges, le codifié, s'en bat les murs. Il a son idée et il va y aller, quoi. C'est ça. D'ailleurs, il disait qu'il regrettait que Northman n'ait pas marché, mais qu'il regrettait pas ce qu'il a fait parce qu'il a fait ce qu'il voulait. Il a fait sa vision. Et après, bon, bah, le public n'était pas réceptif. Et ça, il dit comme il dit, bah, ça va gêner les producteurs, ça va peut-être m'empêcher de faire des choses dans le futur. Mais moi, je n'ai pas de regret à faire ce que j'ai fait, quoi. Mais ouais, Nosferatu, ça va être sympa. Ah, moi, j'ai hâte. Toujours Voilà. avec Willem Dafoe, non? Je crois que c'est Willem Dafoe en rôle principal de ce que j'ai vu sur l'affiche l'an dernier. Bah ouais, c'était ce qui était prévu. Hein. J'espère que ça va pas changé parce que. Si on reprend le Kloskinski d'époque, voilà, donc c'est en noir et blanc, c'est muet, mais alors enfin moi je les ai vus quand j'étais gamin, quand je faisais mes premières armes du cinéma par curiosité, et c'est des beaux films. Hein. Pas de souci. Mais voilà, ouais, The Northman, hein, le chef-d'œuvre de cette année. C'est ça. Bah pour nous, oui, en tout cas. Au top, au top, au top. Et c'est assuré. Carrément. Ah oui, tout à fait. Hein, on pourra venir nous dire ce qu'on veut. Oui, non, mais après, les gens peuvent venir nous dire ce qu'eux, ils auraient mis en top 5 ou en flop 5. Hein. On est ouvert à tout. Il n'y a pas de souci, même si nous, on n'est pas fan de certains penchants de cinéma, on les accepte aussi, parce que tous les goûts sont dans la nature, hein, et avec bienveillance. Hein. Même si on a été un petit peu tranchant sur la vidéo flop, parce que bah, c'était peut-être aussi des univers, des sagas qui nous tenaient à cœur, et on s'est senti un petit peu trahi dans le traitement, du coup, on a été un peu plus viscéral. Mais on n'est pas bien méchant dans le fond. Hein. On est vraiment, je pense, on est vraiment passionné en fait, quoi. Tu vois, on est des gens. Et en fait, ça nous prend au trip. De genre, toi, je vois bien Halloween, ça t'a pris au trip. Moi aussi, ça m'a pris au trip parce que je peux pas supporter de voir un truc comme ça. Ah, bon, au final, quand même, l'année 2022 aurait été plutôt pas mal. Hein. On sort quand même quelques films sympas du lot. Oui, moi, je vais t'avouer, à part le podium, c'est-à-dire le top 1, le top 2, le top 3, les autres films, je les ai mis, mais c'était plus pour en mettre que parce qu'ils m'ont vraiment marqué. Parce que honnêtement, je ne vais pas dire que Prey, je trouve ça magnifique. C'est un bon film, mais c'est sans plus. Je sais pas. Moi, je trouve que cette année, on voyait un déclin les années d'avant. Et là, je trouve que cette année, ça a quand même arrivé à un point qui commence à être un point de non-retour pour moi. Bah, moi, j'aurais pu faire un top 6. Moi, je m'y retrouve de moins en moins. J'aurais pu faire un top 6 facile. Et là, c'est plus compliqué. T'aurais mis quoi en top 6? En 6e, j'aurais mis à l'ouest, Rien de nouveau, là, le film de guerre sur Netflix. D'accord, oui. Bon, on verra bien hein, ce que notre année 2023 nous réserve. Et puis, écoute, hein. Ouais. Edouard Egger. C'est Robert déjà. Robert Egger, pardon, si tu nous écoutes. Il a un petit-fils qui s'appelle Edouard. Jean, il pas l'inverse. Bon, Robert Egger, si tu nous écoutes. Bah, en tout cas, c'était bien sympa. Fais des films, s'il te plaît. Ouais.
C'était bien sympa. Bon, on a fait des flops, on n'était pas contents, c'est quand même marré. Le blanc, on se Oui. marre encore. Bon, ça finit sur une note positive, on se marre, on est On se marre ensemble, tout c'est le temps. cool. Tout Voilà. le temps, ça. Ça, c'est ça. Ce qu'il faut Et puis on retenir. a reparlé de The Northman. Hein, voilà. Bah, on a eu les petites étoiles dans les yeux avec The Northman. Toi, quand tu as parlé de Elvis, tu as commencé à briller. Elle, à Glace Oignon, elle était partie. Bon, ben voilà, tu vois que il y a quand même la passion qui transpire dans nos visages, dans ce qu'on peut en dire, ça se sent, quoi. Donc, même moi, tu vois, moi, ça suffit à me combler presque, limite. On va oublier le mauvais, et puis tant pis, quoi. De toute façon, on peut rien Oui, dire. voilà. Hein. Voilà. Donc, bah, sur ce, hein, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Voilà, les réseaux sociaux, hein, surtout Facebook. Hein, Fabrice, il agrémente de pas mal de trucs en ce moment. Hein, donc, n'hésitez pas à venir participer, ça bouge bien. Voilà. Et puis, bah, Les TikTok, les Instagram. voilà. Les TikTok, les Instagram. Et puis nous, bah, on continue notre petit bonhomme de chemin tranquillement. Et puis, comme je l'ai dit au début de la vidéo flop, hein, Jérôme gère toujours 2 mains de maître, il y a comme un guide, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Hein. Oui, bah, n'hésitez pas à venir, je serais heureux de vous accueillir. Hein. Ça marche bien en ce moment, ça. J'ai pas mal de commentaires, je suis content. Donc c'est cool. Voilà. Bah, sur ce, hein, bonne fin de journée, bonne nuit, bon appétit, enfin ce que vous voulez. Bah écoute, merci Fabrice. Hein. Et puis, bah, Merci à à la vous. prochaine. Ciao, ciao. Encore bonne année. Ciao. Salut!